Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, vous aviez comme envie que j'exploite le thème suivant, comment rester bienveillant lorsque nos enfants se réveillent la nuit, lorsque il y a plusieurs réveils, des nuits hachées. Je trouve que c'est un sujet extrêmement intéressant et redondant que je rencontre beaucoup en consultation, que je vis moi-même au quotidien depuis environ 6 ans. Donc, je vais essayer de vous donner quelques astuces, quelques prises de conscience aussi par rapport à tout ça. Il faut savoir que le sommeil des enfants, c'est quelque chose qui est aléatoire et il y a des normes culturelles qui prennent plus de place que les normes biologiques. Donc déjà, c'est important de se situer par rapport à tout ça. Des nuits hachées chez un nouveau-né, et même jusqu'à 2 ans en fait, c'est normal. Donc, la norme biologique dit que c'est normal que les enfants se réveillent parce qu'ils ont faim la nuit, parce qu'ils cherchent à téter, parce qu'ils cherchent aussi à se réchauffer. Hein, ils autorégulent pas encore leur température. Donc, c'est important, nous, de prendre cette distance par rapport aux nuits hachées pour savoir qu'est-ce que c'est une nuit difficile dans les vrais faits et dans nos perceptions. Un jour, j'avais fait un atelier dans un milieu communautaire, puis j'avais demandé aux mamans comment est-ce que leurs enfants dormaient, puis quelle était la perception finalement des nuits, si elles étaient bonnes ou moins bonnes chez les enfants. C'était des jeunes mamans, un premier enfant, je dirais. Parfois, elles en avaient un deuxième, des jeunes enfants, des bébés. Et en fait, on avait fait un espèce de tour de table. Et sur le tour de table, on voyait que la perception des unes et des autres était complètement subjective. Certaines disaient que les bébés dormaient toute la nuit, mais qu'elles apportaient la suce 3 fois pour que le bébé se rendorme. Certaines disaient que les enfants ne faisaient pas leur nuit parce qu'il fallait donner à téter une fois à 11 heures et une fois à 5 heures. D'autres disaient que il y avait beaucoup de réveils, alors que ça pouvait être 2 micro-réveils, et ainsi de suite. Donc, ça m'a beaucoup intéressée de travailler au travers de tout ça, parce que j'ai vu à quel point notre perception des nuits, elle est subjective. Donc, la bienveillance, au-delà de tout ça, c'est aussi quelque chose de subjectif au travers des nuits. Pour certains, la bienveillance, c'est d'accompagner son enfant à répondre entièrement à ses besoins. Ça veut dire des tétés, du cododo, de rester avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. Mais pour d'autres, la bienveillance, c'est d'être capable d'accompagner l'enfant à s'endormir seul, à quitter la chambre, à revenir éventuellement, puis repartir. Puis pour certains d'autres, c'est même encore les méthodes d'apprentissage au sommeil, parce qu'ils estiment que c'est pour aider les enfants, finalement, qu'ils procèdent à ces méthodes-là pour autonomiser les enfants. Donc, vous voyez que la notion de bienveillance, elle est subjective. Donc là, de ce que j'ai lu hier au travers de ma page, ce que j'entends, c'est que ce sont des enfants qui sont déjà plutôt des bambins, des enfants de 18 mois à 3 ans, qui ont encore des réveils la nuit, et des parents qui ont accumulé de la fatigue. Parce que ça aussi, la fatigue, je m'excuse, mon chat est de la partie. Là aussi, c'est important de voir que Donc là aussi, c'est important de voir que finalement, les enfants très jeunes, les parents sont fatigués, mais que ça aussi la fatigue, que la fatigue, il y en a des pics d'accumulation. Souvent, les mamans sont extrêmement fatiguées quand les bébés ont 4 mois parce qu'elles ont accumulé beaucoup de fatigue. Et puis, évidemment, quand les enfants ont 18 mois, 2 ans, puis que les enfants ne dorment toujours pas et que ça devient hors norme parce que dans leur entourage, elles n'entendent plus des enfants qui font pas leur nuit. Hors norme parce que il n'est jamais dit que dans la biologie et la physiologie de l'être humain, il est normal de ne pas faire des nuits complètes, donc des nuits qui ressemblent aux nôtres, pas des nuits d'enfants, parce qu'il faut savoir aussi, je vous donne beaucoup d'informations, mais des nuits de bébés, c'est 5 heures en ligne. Donc les enfants qui dorment 5 heures, ils font pour eux déjà un énorme dodo, puisque c'est des cycles de 45 minutes. Donc c'est des nuits qui ressemblent aux nôtres, ce que je veux dire. Donc là aussi, quand on se décale de cette marge-là, on se sent coupable en se disant comment est-ce que moi j'accompagne mon enfant, pourquoi est-ce que moi mon enfant ne dort pas, pourquoi est-ce que c'est si compliqué de faire dormir mon enfant. Alors évidemment, on remet en doute en général
toutes nos aptitudes parentales. Nos aptitudes parentales dans le sens où est-ce que j'accompagne bien mon enfant? Est-ce que je suis bien à l'écoute de ses besoins? Et est-ce que finalement, je ne lui inculque pas des mauvaises habitudes? Ça, c'est vraiment la grosse frayeur des parents, c'est de se dire, est-ce que je n'inculque pas des mauvaises habitudes à mes enfants? J'entends souvent dire des mauvais plis à mes enfants. Et à ce moment-là, les gens commencent à douter et éventuellement à retirer cet accompagnement-là en se disant, non, maintenant, il est assez grand, il va falloir qu'il dorme tout seul dans sa chambre. Moi, je dis toujours que dans ces moments-là, je suis une professionnelle de la non-intervention. Moins on intervient auprès des enfants, plus on a des chances que les enfants ne cristallisent pas l'angoisse au moment de la nuit. Alors, souvent, il faut observer l'enfant avant. Est-ce que l'enfant se réveille souvent parce qu'il n'arrive pas à enclencher un nouveau cycle de sommeil? Est-ce qu'il se réveille parce qu'il a faim? Est-ce qu'il se réveille parce qu'il est angoissé? Est-ce qu'il se réveille parce qu'il a froid? Moi, il y a bien des fois où dans la nuit, je me réveille pour regarder l'heure, je vais faire pipi, je me recouvre. Donc, nous, on a l'habitude de se rendormir, mais c'est d'observer ces enfants au travers de leur réveil. Qu'est-ce que ça signifie, ces réveils-là? Donc, à partir du moment où on a toutes ces observations en banque, on est capable de mieux réagir face à l'accompagnement de nos enfants. Quand je dis que je suis une professionnelle de la non-intervention, c'est que souvent, les gens viennent me voir un petit peu en panique en me disant « Mon Dieu, mon enfant dormait déjà pas bien, puis là, c'est encore pire. » Assurez-vous qu'il n'y ait pas des acquisitions derrière tout ça. Des acquisitions motrices. Souvent, aux environs d'1 an, les enfants ont déjà 4 mois, c'est un gros pic de sommeil perturbé. Mais après, vers 1 an, quand l'enfant commence à marcher, à ramper, à grimper, là aussi, il y a des effets sur le sommeil. Des enfants qui commencent la garderie. Alors, en France, c'est beaucoup plus jeune. Donc, nous, c'est plutôt au Canada, c'est aux environs d'1 an. Donc, c'est plutôt nous, au Canada, qui allons nous en rendre compte. Et après, il y a les acquisitions de langage aussi. Souvent, quand nos enfants font des bonds de langage, de vocabulaire, là aussi, ça perturbe le sommeil. Donc, il faut vraiment observer tout ce qui peut se passer. Des enfants qui ont des otites ou qui ont mal aux dents, ils vont moins bien dormir. Donc, les gens viennent me consulter en me disant « Mon Dieu, c'est terrible, qu'est-ce que je vais faire ?» Il dort encore moins bien. Puis moi, là, ce que j'observe chez le parent, c'est sa peur de perdre cet équilibre déjà extrêmement fragile. C'est de perdre les mini-acquis, les mini-progrès. Donc, le parent, finalement, panique. Quand il panique, il a tendance à braquer à ce moment-là, parce que comme il perd le contrôle, il va rendre les choses encore plus fermes. Ça voudra dire qu'il va être probablement plus strict, va faire un accompagnement beaucoup plus serré, parce qu'il a très, très peur de perdre définitivement les acquis gagnés. Or, souvent, ces périodes-là sont des périodes qui ne s'étendent pas si on n'en fait pas de cas, si on accompagne l'enfant, si il est possible éventuellement de modifier vos espaces de dodo. Donc, quand l'enfant traverse la phase et qu'il n'a pas cristallisé une angoisse par rapport à ça, en général, au bout de quelques jours, parfois quelques semaines, ça revient dans quelque chose qui est encore plus établi. Alors, évidemment, le sommeil, ça n'est jamais gagné. Puis ça, je peux vous le dire, j'ai une fille de presque 6 ans et ça n'est pas gagné. Il y a des phases. Arriver à l'école, il y a de l'angoisse. Il peut y avoir une gastro qui génère de l'angoisse. Un déménagement génère de l'angoisse. Donc, un enfant qui dort à 4 mois, ça ne veut pas forcément dire qu'il va toujours dormir. Et un enfant qui est terrible quand il est très jeune pourra avoir un super bon sommeil beaucoup plus grand. Mais ça n'est jamais acquis, ces notions du sommeil dans la petite enfance. Donc, il faut accepter l'oscillation. Il faut accepter aussi ces vagues-là où on régresse, ces vagues où c'est moins efficace, ces vagues où nos enfants dorment mal. Ce qui est difficile, c'est de nous absorber ces vagues-là parce qu'évidemment, nous, on est épuisés. On est en accumulation de fatigue, on est beaucoup plus impatient, on veut retrouver nos soirées, nos nuits, on a envie de retrouver nos vies. C'est ça qui est difficile. Donc, c'est important de faire une dissociation entre la norme biologique de l'enfant et son état qui est normal, sa norme à lui, son évolution, et la perception
de ce que ça nous inflige à nous qui devons continuer à travailler, avoir une vie sociale, avoir des rapports sexuels avec nos conjoints, continuer à faire le ménage et autres tâches. C'est ça qui est intéressant parce que c'est pas l'enfant le problème. Et quand on met l'enfant au centre, c'est là, à mon avis, qu'il y a des risques de débordement. Parce que l'enfant, lui, suit son évolution, mais nous, on n'arrive pas toujours à suivre son évolution parce qu'on est rendu fragile. Donc, ce que je dis toujours dans la non-intervention, c'est de s'assurer, dans ces moments-là, d'être en mode survie. Le mode survie, c'est de limiter nos interventions et surtout d'éviter de faire des changements drastiques. Assurez-vous d'avoir peut-être un petit lit d'appoint dans la chambre de l'enfant pour l'accompagner, mais que vous ne soyez pas une fesse posée sur un jouet, puis l'autre dans le vide, à bercer un enfant pendant 2 heures. Il faut que vous assuriez de votre confort. Et souvent, dans ces moments-là, les parents veulent rien savoir parce qu'ils se disent, ben là, si je mets un lit d'appoint ou si je commence à faire du cododo, j'en verrai pas le bout. Oui, c'est possible, mais en même temps, on ne sait pas combien de temps va durer cette phase et cette passe-là, puis cette phase. Si ça dure 3 semaines, c'est long d'avoir pendant 3 semaines une fesse dans le vide et une autre fesse sur un jouet pendant qu'on berce notre enfant. Et il y a très peu de chances qu'on garde notre bienveillance parce qu'on a envie de passer à autre chose. Or, si on a un petit lit par terre, avec éventuellement notre téléphone cellulaire, oui, où on peut faire d'autres choses, on peut écrire, on peut lire un livre, en disant on accompagne notre enfant, mais on perd pas complètement notre soirée, ben à ce moment-là, la perception, elle sera moins dérangeante. C'est quelque chose qui vont dire, ben ça va finir par passer. Mais moi, au moins, pendant ce temps-là, je réponds aussi à mes propres besoins. Donc, la nuit, lorsque nos enfants ont des phases difficiles, assurez-vous d'avoir quelque chose de confortable. Achetez un plus grand lit si vous voyez que le cododo va perdurer chez vous et que vos 2 enfants vont monter sur le cou chaque nuit, ben achetez un plus grand lit. Assurez-vous d'avoir des petits matelas au sol pour les enfants si finalement le cododo demeure chez vous. Assurez-vous que ce soit agréable parce que quand on est dans des phases où on dort mal, le peu de sommeil qu'on récupère, c'est un sommeil qui va être plus réparateur. Alors que quand on est entre 2 phases où on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas trop ce qu'on fait et qu'on limite le confort, ça va être encore plus inconfortable et on va être encore plus irritable. Ensuite, ce que je dis toujours aux parents, c'est que la nuit, on ne parle pas. On ne parle pas à nos enfants, on ne parle pas à nos conjoints. La nuit, c'est anxiogène. Certaines hormones synthétisent. La nuit, de toute façon, pour l'humain en général, c'est plus anxiogène, c'est plus effrayant. Donc, la nuit, minimiser les rapports avec votre conjoint ou votre conjointe. Ce qu'on fait, c'est qu'on discute très peu, on va à l'essentiel et on règle des conflits le lendemain. Lorsqu'on essaie de régler des conflits la nuit, il y a des très grandes chances que ça explose et que là, on fasse preuve vraiment de plus de colère, de plus d'impatience et que de toute façon, on ne règle rien. Pareil avec nos enfants. On commence pas à leur dire « Bon, ben maintenant, il va falloir que tu fasses dodo, puis je vais compter jusqu'à 10 » parce que vous réactivez son cerveau. Réactiver le cerveau d'un bébé, c'est encore difficile, un bébé ou un jeune enfant. Hein. C'est que c'est encore difficile pour lui d'intégrer tout votre discours. Donc, il doit se concentrer pour comprendre les mots que vous lui dites. Si vous lui parlez, il réactive son cerveau. Il va pas se rendormir. On n'allume pas la lumière non plus et on essaie de les bouger le moins possible. On les guide en non-verbal. Hein? Une main sur le dos, un petit peu plus fort pour lui montrer que là, c'est l'heure de dormir. On utilise très peu de mots, éventuellement toujours les mêmes. Je vais quitter la chambre, je compte jusqu'à 10. On compte jusqu'à 10 et c'est terminé. Il y a plein de techniques que vous pouvez utiliser. J'en aurai vraiment pour bien trop long dans une vidéo. Mais ça me semble vraiment essentiel. Donc, garder sa bienveillance lorsque les nuits sont hachées. D'une part, c'est d'observer quel est le rythme de l'enfant et de comprendre sa propre fatigue. Comment faire pour diminuer les irritants, pour se permettre à soi un minimum de confort dans ces phases-là. Évitez de paniquer lorsque vous voyez qu'il y a des pics, parce que les pics, souvent, se calment d'eux-mêmes. Et soyez indulgente avec ce que vous traversez. Cette accumulation de fatigue, ce ras-le-bol d'accompagner ses enfants, de se réveiller 1000 fois par nuit, soyez doux avec vous-même. Soyez à l'écoute de vos propres besoins. C'est important d'être indulgent en ces moments-là parce que on le sait que c'est une torture de ne pas dormir. Alors, accompagner nos tortionnaires la nuit,
c'est très éprouvant. C'est normal d'être dans cette dualité des émotions, de vouloir le meilleur pour eux, mais d'avoir l'impression de s'effacer complètement, de vouloir qu'ils dorment et d'être agressif pour bénéficier d'un petit peu d'espace. Cette dualité, elle est naturelle. Donc, minimiser les interventions, essayer de discuter en couple de la prise de relais, hein, c'est celui qui est le moins fatigué qui y va, c'est d'organiser l'espace de sommeil pour vous faciliter la transition. Et voilà, je pense que c'était à peu près tout ce que je pourrais vous confier aujourd'hui parce que c'est vraiment un long sujet. J'en ferai d'autres, sûrement des vidéos sur ces thèmes-là. Je vous souhaite une belle journée, puis je vous dis à très bientôt.